Allez. Alors, on est dans le cadre des ateliers, des ateliers de la démarche humanisme et performance. Je le dis au cas où ça vous aurait échappé. La démarche humanisme et performance et sa méthode qui est le management humaniste. Méthode de mise en œuvre de la démarche humanisme et performance, c'est la méthode du management humaniste qu'on essaie de promouvoir. Voilà. Donc, on a identifié... Alors, le but, il faut le rappeler aussi, de l'humanisme et performance, c'est bien de comment peut-on obtenir le meilleur engagement possible, enthousiaste, je dirais, des collaborateurs par rapport à un projet d'entreprise et par rapport à un quotidien d'entreprise. C'est-à-dire prendre plaisir au travail dans une posture de responsabilité. Donc c'est ça qu'on cherche, et je pense qu'on n'est pas les seuls à le chercher, c'est une quête de toujours des entreprises. C'est pas nouveau, moi je fais ce métier depuis 30 ans, je tourne toujours autour de ce problème-là en fait. Donc il y a toujours la question de la responsabilité. Oui, à la fois, comment est-ce qu'on peut à la fois prendre plaisir au travail, et derrière ça on se dit un plaisir égale laisser aller, etc., tranquille, cool, le régime de croisière, et en même temps la responsabilité, c'est-à-dire non, on peut certes prendre plaisir, mais en même temps il faut se donner, quoi. Il faut s'impliquer, il faut s'engager, et le maître mot pour nous, ici, c'est le mot engagement. Engagement le meilleur possible de la personne dans le projet de l'entreprise et dans le quotidien de l'entreprise. Alors évidemment, ce mot-là, ensuite, il faut l'expliquer, le clarifier, par rapport à d'autres mots. Dans vos mémoires les uns et les autres, vous avez eu ce genre de réflexion, de différence entre motivation, implication, engagement, etc. Donc moi, je prends le mot engagement dans l'idée que c'est un peu rapide de le dire comme ça, mais ce que j'appelle l'engagement corps et âme. Ça ne veut pas dire qu'on est corps et âme à 100% dans l'entreprise en permanence et toute sa vie, c'est pas ça. Mais quand on y est, voilà, on y est. Et donc on cherche comment un manager peut obtenir cette posture-là de la part de ses collaborateurs. Et cette recherche, en plus, j'ajoute qu'elle a une ambition, c'est d'être universelle. C'est-à-dire que ce qu'on va dire, ce que la méthode du management humaniste va dire, puisse s'appliquer de manière universelle, c'est-à-dire partout et tout le temps, quelles que soient les cultures dans lesquelles l'entreprise intervient, opère. Oui, il y a une vocation universelle. Oui, il y a une vocation universelle. Ça renvoie au dernier atelier, lorsqu'on a travaillé sur le management interculturel. On a essayé de voir effectivement comment on peut, en termes de management interculturel, avoir une approche universelle, sachant qu'il y a du commun et il y a du distinct. Quel est ce mix et comment le trouver, ce mix, quelle que soit l'entreprise. Donc on a bien cette idée de dire le modèle qu'on cherche est bien un modèle universel. Alors, ça renvoie du coup immédiatement qu'est-ce que c'est que cet universel humain, c'est-à-dire cette conception dans laquelle tous les hommes du monde et de la Terre puissent se retrouver. Moi, je range ça sous la notion d'aspiration universelle. Je suis un peu dans la lignée de Maslow. Les besoins, vous savez, la grille des besoins de Maslow, qui effectivement, quand on regarde, peut concerner n'importe quelle culture, n'importe quelle population. Je suis un petit peu dans cette approche, Maslow est un humaniste, dans cette approche universelle. Alors moi, j'identifie quatre grands leviers, que je vous ai déjà expliqué par ailleurs, quatre grandes aspirations qui sont d'une part la production d'une œuvre, mais je répète, le désir d'harmonie, production d'une œuvre envoie à P dans le modèle PAVI, puisque je ne lâche pas. Le désir d'harmonie renvoie à administré, organisation harmonieuse. Le troisième levier, c'est l'horizon d'espérance, CE. Et le quatrième levier, c'est la qualité relationnelle,
et là on est sur le I. Donc aujourd'hui, après le premier atelier, on a travaillé sur la métamorphose de l'ARH, avec le succès que vous savez. Et puis deuxième sous-atelier sur l'interculturel. Voilà. On en vient aujourd'hui à ces 4 leviers. Et aujourd'hui, on traite le premier, sachant que les 3 autres viendront dans les séquences à suivre. Donc voilà, donc aujourd'hui, on travaille sur la production d'une œuvre, sur le levier de la production d'une œuvre. Et la thèse est de dire que tout individu aspire l'inspiration à produire une œuvre. Et pourquoi j'ai rajouté, vous voyez sur mon titre, la qualité du travail et la production d'une œuvre? Parce que la production d'une œuvre suppose une qualité du travail. Pas d'œuvre sans qualité du travail. Alors je vais m'expliquer sur les termes, qualité donc du pas travail. de sans I, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je poursuivrai ta remarque dans un instant. Et vice-versa, c'est-à-dire que si je n'ai pas d'œuvre sans qualité, je n'ai pas de qualité du travail sans la démarche de l'œuvre. Vous voyez, ça se renvoie, c'est une espèce de dialectique permanente entre la qualité et l'œuvre. Alors je vais m'expliquer dans un premier temps sur ces mots-là, c'est-à-dire la qualité du travail et la production d'une œuvre, comme dans vos mémoires, il faut faire de la sémantique. Vous savez, moi, ce que je fais en ce moment, je suis en train d'écrire un bouquin. Au fond, je vous livre l'avancée de mes travaux, tout simplement. Chapitre après chapitre. Vous a alimenté aussi. Voilà, absolument. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos réactions, de voir comment vous intégrez ou pas ces choses-là. Et donc, c'est un peu l'objet, ça, des travaux de groupe que vous faites après. Ça m'intéresse d'avoir un retour de gens qui sont sur le terrain, qui travaillent là-dessus. Oui, alors donc, travail de sémantique. Alors, ça, j'ai rappelé, voilà, finalité de l'atelier. Et pour rejoindre ta remarque, Audrey, en fait, je vais isoler production d'une œuvre, mais évidemment, ce n'est pas isolable, en réalité, totalement, des 3 autres facteurs. On est dans une approche systémique. Bon, pour les besoins de l'étude, on est obligé de découper, comme toujours, d'isoler. C'est la démarche scientifique. On prend un morceau, puis on le travaille, et puis ensuite on refait les liens après. Et on voit par exemple aujourd'hui, il y aura un lien assez fort entre la production d'une œuvre et la qualité relationnelle, ce que tu évoquais juste à l'instant. Voilà, alors ce qui fait que parfois dans les travaux qu'on va faire, vous verrez, ça on l'a déjà dit, oui mais c'est normal, puisque tout est dans tout et réciproquement, comme disait l'autre, il peut y avoir parfois un sentiment de redondance. Et voilà en gros la démarche qui est la nôtre aujourd'hui. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'activer harmonieusement les 4 aspirations existentielles que je viens de... Un manager, lui, il va essayer ça. Bon, voilà mes 4 aspirations, comment je les mets en œuvre, comment je les active. Si je parviens à les activer, si j'y parviens, tout est là, bien sûr, eh bien, normalement, je débouche sur ce que j'appelle une qualité de vie au travail. Alors, je m'expliquerai là-dessus. Qualité de vie, je dis bien. Donc, l'existence au travail, le plaisir, le bonheur, ce que vous voudrez, ou la souffrance, parce qu'il y a les deux, forcément. Si j'ai cette qualité de vie, je me sens bien, autrement dit, j'ai la qualité du travail, cette fois-ci, de l'œuvre, de la production, de qualité. Enfin, ça, on le lit, je l'ai encore lu ce matin, hier, je lisais le mémoire de Soledad, là, il y a plein de témoignages qui disent ça, dans ce que tu m'as transmis. Et Gérard, oui. Dans une boîte, on avait organisé ça, et du coup, c'était c'était l'un des projets de l'entreprise, de travailler sur la qualité de vie au travail. Oui. Et on avait même un comité, un comité QVT, qualité de vie au travail, qui était un organe qu'on pouvait saisir, un organe de saisie et de veille qui était raccroché pour partie au CHSCT. Oui, d'accord. Donc, qualité de vie au travail. Ouais, et rattaché au CHSCT. Donc c'est important. Avec des liens, Mais c'était beaucoup vu sous l'approche son contraire, c'est-à-dire la souffrance au travail. Oui, voilà, on ne l'approche pas. On l'approchait. Ça fait partie, je pense, des dispositifs qui ont été mis en œuvre
c'est de vigilance un peu Oui, c'est par ça. rapport au RTS, quoi. Voilà, c'était un comité d'alerte de saisie. Comité d'alerte, de veille. ouais. Ouais. En fait, ce qu'on mesure, c'est le mal-être. Oui. Ouais. C'est comme ça qu'on détermine s'il y a bien. Oui, tout à fait. Donc la qualité de vie au travail a été vue sous son angle. Bah, inverse. l'idée là, l'idée, tu vois, On peut pas c'est souffrir. pour avoir une qualité de vie au travail, il faut éliminer la souffrance. Voilà, Ce qui n'est pas du tout notre approche ici. Ouais, d'accord. C'est pas du tout cette approche-là qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on le prend en amont. On n'attend pas que ça souffre hein, pour s'en préoccuper, autrement dit. Et c'est une toute autre démarche. Vous voyez et là, moi, ce qui m'embête, c'est que ce soit rattaché au CHSCT, si tu veux. Bah, ouais. Moi, je voudrais que ce soit la DRH qui s'occupe de ça. Oui. Elle le laisse au CHSCT. Bon, alors ça, c'est fort de sens. Hein. Mais bon, je comprends aussi parce que, voilà, on est dans le mouvement, dans l'actualité, dans ce qui se fait, dans la réalité, comme elle est aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, et dans ces ateliers, ce que je vous invite, c'est de sortir de cette réalité. Hein. C'est-à-dire d'inventer autre chose. J'y reviens. Donc, si j'ai la qualité de votre travail, j'ai la qualité du travail. Parce que quand je travaille avec plaisir, je fais un bon travail. Allez, vous voyez, c'est tout bête, c'est du bon sens. Pas de la haute philosophie. Hein. Mais tous les gens le disent, ça. Tous les gens le disent. Et donc, la question, c'est pourquoi les entreprises et les managers ne s'accrochent pas à cette idée-là. Puisqu'au fond, on l'aurait, l'engagement. Vous voyez ? Donc, qualité du travail, eh bien, j'ai le sentiment de produire quelque chose d'intéressant. Et on rentre dans l'idée de l'œuvre. Voilà, alors je vais m'expliquer. Hein. Et si j'ai l'impression de participer à une œuvre, alors soit la mienne, soit celle du collectif, hein, eh bien, je m'engage. Voilà la logique de... Si je parviens en tant que manager à donner le sentiment à mes collaborateurs qu'ils collaborent à une œuvre ou qu'ils produisent eux-mêmes une œuvre, eh bien, j'obtiens leur engagement. Alors, quelques mots donc sur cette notion d'œuvre. Qu'entend-on par production d'une œuvre? Alors j'ai deux mots, hein, j'ai production et œuvre. Alors qu'est-ce qui me permet de dire au fond que les gens sont très attachés, ont envie de produire une œuvre? Ben, d'abord parce qu'ils ont envie de produire. Qu'est-ce que ça veut dire produire? C'est agir. D'accord? Tous les êtres vivants, hein, je généralise, mon approche est un peu naturaliste en même temps, tous les êtres vivants bougent, sont mobiles, agissent. Et les gens ont envie de bouger. Enfin, peut-être pas ce samedi matin pour vous, mais il faut que vous soyez vraiment motivés pour venir ici un samedi matin. Hein. Mais si on ne bouge pas, on s'ennuie. On a envie de s'activer. Et c'est la logique du vivant. C'est pour ça que je dis que c'est très puissant, c'est très fort. C'est pas notre décision, c'est la logique du vivant. Le vivant bouge et est mobile. Hein. Oui, plus ou moins. Alors, si on parle des plantes ne sont pas très mobiles, mais les animaux, et puis les hommes, etc. Donc, à chaque fois que vous empêcherez quelqu'un d'agir, eh bien, vous provoquerez une frustration. Hein, vous voyez, quand on cantonne les gens dans une tâche, etc., on dit tu bouges pas de là, tu bouges pas, tu sors pas, ça y est, c'est parti. Vous entrez dans un processus de frustration. Alors, je dis pas qu'on peut laisser tout faire. Hein, naturellement, à tout en permanence, c'est comme il veut. Ça, c'est l'organisation. On verra le désir d'harmonie la prochaine fois. Mais il y a une et ça, c'est là que c'est universel, ce que je dis. Je sois chinois, indien, je ne sais quoi. Voilà, j'ai envie de bouger, je suis mobile par définition, c'est l'humanité est mobile. Voilà. Oui, toute l'humanité, absolument. Alors, bouger, explorer, vous voyez, faire activer mon corps. Hein. Et puis, deuxième chose, fabriquer. L'homme, par définition, c'est le mythe de Prométhée, j'ai déjà exprimé plusieurs fois, à travers la technique notamment, c'est homo faber. Le terme utilisé par Bergson. L'homo faber, c'est-à-dire l'homme est quelqu'un qui fabrique. Là, cette fois-ci, par différence aux animaux, quoique un oiseau fabrique un nid, une tanière, mais ça s'arrête là. Nous, on a envie de construire, de fabriquer, de produire quelque chose. Il suffit de voir les gens
chez eux. Hein. Alors souvent dans les entreprises, on les empêche, on les contraint à nouveau par rapport à cet acte de production. Mais quand vous les laissez rentrer chez eux, dans leurs loisirs, etc. Voilà. Alors ce que j'entends par fabriquer, c'est pas forcément un objet. C'est fabriquer de la relation, c'est fabriquer de l'information, c'est fabriquer tout ce que vous voudrez. Donc faire quelque chose, c'est agir et fabriquer, au mot Faber. Donc dès que dans l'entreprise, vous allez à l'encontre, ça devient antinaturel, c'est les mots que j'emploie là, antinaturel que d'empêcher quelqu'un d'agir et de fabriquer, de produire. Voyez. Donc voilà, moi je suis manager, c'est ça que je veux dire tout simplement, je suis manager. Il faut que j'ai bien cette idée-là, quand j'ai un collaborateur devant moi, il faut que je sache que c'est un homme, et qu'en tant qu'homme, ben, c'est quelqu'un qui a envie de bouger, et qui a envie de fabriquer. Alors, comment je vais utiliser ça? Au mieux, en fonction donc, des contraintes de l'entreprise, etc. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis universel? Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la culture dans laquelle on se trouve. Et donc à chaque fois qu'on restreint, qu'on enferme, qu'on réduit, qu'on annihile, eh bien on empêche l'homme d'exister dans cette dimension-là. Donc on diminue son être, en termes un peu philosophiques. Ça empêche son développement en fait. Oui, tout à fait. On empêche sa croissance, on empêche son développement, et on l'empêche de développer tout ce qu'il a en lui, tout son potentiel. Et ça, je pense que cette frustration-là est une frustration existentielle, qui peut expliquer bien des mots, moi je dis existentiels, qu'on traite souvent par la psychologie, par la sociologie, alors que c'est purement existentiel, donc philosophique. Donc la philosophie comme thérapie. Bon, l'œuvre maintenant, j'ai défini le mot production. Qu'est-ce qu'une œuvre? Alors vous allez sur Internet, œuvre, alors, problème, quand vous cherchez le mot œuvre sur Internet, c'est œuvre renvoie à artiste. Donc l'homme en artiste. Donc fabriquer une œuvre, c'est être artiste. Voilà. Donc ici, la question, ça va être comment je peux traiter mon collaborateur en artiste. En artiste, ça veut dire quoi, artiste? Alors, eh bien, l'œuvre, c'est toujours une dualité. Mais moi, j'ai toujours le souci, je suis le manager, j'ai un collaborateur devant moi, quand je parle d'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai devant moi un collaborateur sans qui il n'y aurait pas d'action, il n'y aurait pas d'œuvre, qui s'engage dans une action, dans une œuvre. Donc si je, par exemple, prends l'entretien d'appréciation, vous voyez, je le ramène toujours à du concret, hein, entretien d'appréciation, et que je mets en œuvre cette démarche-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le travail que tu as fait, on va parler de toi, l'artiste, et de l'œuvre, le travail. Et donc, je vais apprécier à la fois la manière dont toi, tu t'y es pris, tu as travaillé, comment tu t'es investi, avec quelle qualité, avec quelles aptitudes, et ce que ça donne en termes de travail, c'est-à-dire maintenant, on va regarder ce que ça donne, ton œuvre. Donc, quand on fait de l'appréciation, d'ailleurs, vous savez, c'est comme quand on fait de la négociation, hein, quand on fait de la négociation, on dit qu'il faut négocier à la fois le sujet du litige et la personne. Les deux. Donc dans l'œuvre, il y a toujours cette dualité. Ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, hein, parce que dans l'Antiquité, les artistes ne signaient pas l'œuvre. La signature arrive à la Renaissance, en gros. Donc ça veut dire que l'individu arrive à la Renaissance. L'homme, en tant qu'individu, arrive à la Renaissance. Aujourd'hui, il est hors de question de parler d'une œuvre sans parler de son auteur. Autrefois, l'auteur n'existait pas. Il y avait l'œuvre. Et l'auteur n'était qu'un transmetteur d'une réalité, d'une spiritualité supérieure. C'est marrant hein, de voir comment ça évolue. Et c'est l'apparition de l'individualisme en même temps. L'individualisme égale la signature. Non, oui, vas-y. Juste une question par rapport à l'entretien même, on est d'accord, ça veut dire qu'on évalue la manière dont la personne a produit l'œuvre et le résultat. Oui, tout à fait. Oui, absolument. C'est-à-dire que j'ai deux choses à évaluer, j'ai la personne et c'est faire de la reconnaissance, si vous voulez. Dire, concrètement, comment je fais ça? La personne dit, ah oui, tu as fait ça, tu as fait ce travail-là. Bon, le travail, on l'a regardé après, mais toi, d'abord regarde toi. Comment tu t'y es pris pour faire ça?
Qu'est-ce que tu as mobilisé comme énergie, comme compétence, comme attitude? Quels problèmes tu as rencontrés? Comment tu les as résolus? Là, je suis sur la personne. Puis ensuite, regardons le résultat. Vous voyez? Et le résultat est plus ou moins bon. Et donc, on va ensuite essayer de refaire un lien entre le résultat et la personne. Alors, qu'est-ce qu'une œuvre? C'est d'abord une dualité. Il y a toujours l'œuvre et l'artiste. Je ne rentre pas là-dedans, mais il y a eu des grands débats au XXe siècle pour savoir si ce qui était le plus important, c'est l'œuvre ou l'artiste. Alors, il y a des gens qui disent « Ah non, le plus important, c'est l'auteur. Parce que c'est l'auteur qui est le créateur. » Et des autres disent « Non, non, l'auteur, c'est rien, c'est l'œuvre qui compte. » Parce que, bon, ça n'est jamais qu'un transmetteur de quelque chose. Bon, c'est des grandes querelles littéraires, ça. Mais elles sont intéressantes, hein, quand même. Le mot œuvre, c'est la notion de totalité. L'œuvre suppose un engagement total de l'artiste dans l'œuvre, donc du travailleur dans son travail. Donc, quand je dis total, c'est-à-dire j'y mets toute ma personne. Et on va voir tout à l'heure, je le spécifierai plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire mettre toute sa personne dans l'œuvre. L'œuvre est personnelle, c'est-à-dire ce travail tel que tu l'as fait, Audrey, si je te donne un travail, et tel que va le faire Soledad, ça ne donnera pas le même résultat parce que vous n'utiliserez pas, vous voyez, déjà les mêmes moyens, les mêmes méthodes, les mêmes référents, etc. Donc l'œuvre est unique et personnelle. C'est-à-dire, même y compris Soledad, je veux dire, sauf à faire du répétitif à longueur d'année, je lui donne le travail aujourd'hui, telle tâche aujourd'hui, elle va me le faire d'une certaine façon, je lui redonne dans 6 mois, elle va me le refaire autrement. Et donc c'est à la fois personnel et unique à chaque fois. Eh bien, dans la relation, la posture du manager, existentiel manager, c'est se dire, la personne que j'ai devant moi aujourd'hui, c'est pas celle que j'avais il y a 6 mois. Non, parce que sinon on s'ennuie, qu'est-ce que vous voulez, c'est toujours les mêmes gens, alors on leur prête toujours les mêmes choses, on ne fait pas cet effort d'aller à nouveau à leur rencontre pour voir ce qui a bougé, ce qui a évolué, c'est ça l'humanisme. C'est se dire à chaque fois que j'ai une personne en moi, c'est une nouvelle personne, parce que du temps a passé, c'est passé des choses. Bon. Je crois que ça c'est le plus difficile Comment à accepter. Enfin, les managers, globalement, l'être humain a du mal à souvent avec des représentations, des intérêts, et faire se dire que voilà, à l'instant je prends la personne et puis je m'appuie sur les faits. Alors que cette capacité-là, si vous savez faire ça avec une personne, vous obtenez tout ce que vous voulez dire. Vous obtenez son engagement. Parce qu'elle se sent regardée d'une telle façon, de manière inconditionnelle, comme on dit, hein, je renvoie à Carl Rogers, là, tellement inconditionnelle qu'elle se sent exister. C'est bien existentiel, ça fait. Elle se sent exister. Et là, vous êtes redevable à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez ? Donc c'est une question de regard, de posture. Voilà. L'œuvre est utile. Alors non, les artistes vont dire non, moi je ne fais pas ça pour que ce soit utile, que ça rapporte du fric, etc. Mais dans l'esprit des artistes, je suis au-dessus de ça. En fait, non, c'est pas vrai. Parce qu'une œuvre a vocation à être regardée. Une œuvre appelle un public. Donc elle est là, l'utilité. Donc c'est ridicule de dire que des artistes se moquent du fait qu'ils sont regardés ou pas. Moi, je me souviens quand je démarrais avec grand-peine à jouer du piano, je disais à mon prof ouais, non, mais c'est pas grave, de toute façon, moi, je jouerai jamais devant personne. Je disais ça pour m'exonérer de mes difficultés. Mais si tu joues, c'est que tu as un public potentiel. Donc, viens pas me raconter l'histoire. Donc, voilà. Donc, toute production a une utilité, si vous voulez. Alors, utile, on va le ramener au travail, bien sûr, hein, c'est pas une utilité purement artistique et contemplative, mais bien une utilité pour nous économique. Si l'œuvre d'entreprise est une œuvre utile au sens économique du terme, hein, on est bien d'accord. C'est ça la responsabilité du collaborateur. Non, parce que je pourrais, et ça existe dans l'entreprise, je fais référence à quelque chose qui existe, la surqualité. C'est-à-dire les gens, ah non, moi je fais du travail, je fais une œuvre.
j'ai jusqu'au bout, jusqu'au moindre détail, je peaufine, je ligne, je cisèle, etc. Sauf que mon client il me donne tout ça. Donc je fais de la surqualité. Ben oui, non, mais dans l'entreprise, on ne fait pas de surqualité. Vous voyez ? Donc, mais je ne fais pas que rêver. Hein, quand je parle de l'œuvre, je parle de l'œuvre utile, hein, centrée sur le client. Évidemment, l'œuvre, ben, je l'ai dit, c'est une forme de reconnaissance. Hein. C'est moi, c'est mon œuvre. J'existe à travers mon œuvre. Donc c'est effectivement un grand levier de reconnaissance, d'apprécier le travail de quelqu'un. Parce que, au fond, dans l'approche humaniste, hein, l'homme crée le monde et le monde crée l'homme. Ça, c'est une espèce de boucle permanente. Dans la création, dans l'acte de création, je me crée moi-même, je me développe, et en même temps je crée le monde. Hein, c'est cette espèce de boucle permanente de la création. Donc voilà. Donc je crée un monde. Effectivement, une fois que j'ai travaillé, le monde n'est plus tout à fait le même que celui qu'il était un instant auparavant. Je l'ai transformé. Voilà. Et puis, on regarde si c'est beau. C'est vrai qu'un travail bien fait, c'est ça, hein, l'idée du travail bien fait, ou quelque chose à quoi les gens tiennent énormément, le jeu, la belle œuvre, etc. Mais le travail bien fait, c'est aussi un geste bien fait. Vous savez, comme quand on fait du sport, au tennis, parce que c'est un beau revers. Un beau revers, hein, c'est un geste très technique, le revers. Moi, je le dis parce que c'est le geste qui m'a toujours plus embêté. J'ai jamais vraiment réussi à le maîtriser. Mais j'admire énormément les gens qui ont un revers fluide et sans effort, et une balle qui part à 100 à l'heure là où elle veut. C'est ça aussi l'esthétique. Un beau geste, c'est une œuvre aussi. Bon, ben, quelqu'un qui travaille à la chaîne, là, il y a des gens qui font ça bien et d'autres pas. Hein, qui ont cette fluidité dans le geste, qui fait qu'ils ont de la productivité supérieure, etc. Ben, ça, il faut le dire aux gens. Même dans ces tâches très triviales. Donc vous voyez, quand on parle de l'œuvre, ça me donne X critères ici, sur lesquels le manager peut s'appuyer pour parler avec son collaborateur et disserter sur lui et sur son œuvre. Et ça, ben, parlez-moi de moi, hein. Il n'y a que ça qui m'intéresse, comme disait Guy Béard dans sa chanson. C'est vrai. Un peu de narcissisme, mais on est tous narcissiques. Hein. C'est un moteur de l'action, le narcissisme. Donc voilà. Donc c'est la qualité du travail, hein, qui permettra d'entrer dans cette démarche de l'œuvre. Alors la qualité du travail, maintenant, hein, puisque j'ai dit production d'une œuvre, qualité du travail. Alors qualité du travail, je vais dire que c'est d'abord la qualité de vie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qualité de vie égale qualité du travail. Alors, si je prends... qu'est-ce que c'est que la qualité de vie? Allez, comment on définirait la qualité de vie? Alors, de manière générale, hein, d'ailleurs, que ce soit dans sa vie personnelle, dans la vie en général, moi je le définis comme ça, mais ça peut se discuter. Pour moi, c'est le sentiment de plénitude. De manière dont, en cherchant, je cherchais mon truc. Je suis dans un sentiment de plénitude. Je me sens bien dans ce sentiment de plénitude. Alors, en réfléchissant, je me dis, mais alors, qu'est-ce que c'est, le sentiment de plénitude? C'est quoi la plénitude? Eh bien, en y réfléchissant, je me dis, au fond, c'est le fait d'exister sur les 4 plans fondamentaux de l'existence humaine. D'activer ces 4 plans de l'existence humaine. C'est quoi ces 4 plans? C'est le corps, le physique. Hein. Ce matin, vous êtes fatigué. Leslie m'a dit ce matin, elle était fatiguée. Donc, voilà. Donc là, c'est pas le top, du coup, au sens corporel du terme. Hein. Oui, mais je me sens bien quand même. Hein. Mais voilà, c'est pour dire que les choses se compensent. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, les quatre plans se compensent. Ouais. Donc heureusement, sinon je ne serais pas venu quasiment. Il y avait autre chose que la fatigue pour te faire venir. La dimension affective, l'émotion.
Bah, je pense que le fait de se rencontrer tous ensemble, c'est qu'on y prend un certain plaisir, par exemple, d'être ensemble. Ah, je pense que c'est vrai, sinon, parce que vous m'avez dit la dernière fois, donc je rebondis là-dessus. Voilà, en tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai plaisir à être avec vous. Voilà. Pour des raisons précises, hein, c'est pas simplement comme ça, hein, parce que je sais que c'est des sujets qui vous intéressent, dans lesquels vous avez envie d'investir, de réfléchir, etc. Que ça se passe bien entre vous. Bon. Non, on partage quelque chose. Oui, partage, voilà. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. La dimension intellectuelle, c'est-à-dire le fait d'activer ce qui est propre de l'homme, c'est-à-dire son intelligence. Intelligence, alors je n'entends pas intelligence, l'intelligence instrumentale, oui. C'est-à-dire la logique, la raison, cette capacité-là. Qui fait que quand on n'est pas cohérent devant nous, on n'est pas d'accord. T'es incohérent, c'est pas logique ce que tu me dis. Donc ça me plaît pas, ça me va pas. Vous voyez, ce besoin qu'on a de cohérence, intellectuellement parlant. C'est ça. Alors quand vous avez, je prends des exemples dans l'entreprise, un chef qui un jour vous dit ça, et le lendemain vous dit le contraire, vous dit c'est incohérent. Donc intellectuellement, j'y trouve pas mon compte. Non, mais c'est pire que ça, c'est on devient fou. Hein. Oui, oui, tout à fait. Injonction paradoxale, on dit. Injonction paradoxale. Le matin et l'autre jour le contraire, c'est très voilà. très mauvais pour voilà. Et on te dit d'agir sur les deux morceaux de l'injonction. Tu deviens fou, quoi. Donc ça, c'est ce besoin de cohérence intellectuelle qui est propre de l'homme. Parce qu'il y a cette capacité à réfléchir, à juger, à évaluer des choses et à les juger. Dire oui, ça c'est bien parce que c'est cohérent, ça a du sens, etc. Ah non, ce que tu me dis là, c'est pas cohérent. Donc moi, je ne peux pas rentrer là-dedans. Si je veux satisfaire mon besoin de logique, qui est là. Et puis le quatrième plan, c'est le plan, je dirais, existentiel. Alors j'ai beaucoup hésité. Spirituel. Oui, voilà, à mettre spirituel ou existentiel. Bon, je préfère existentiel. Ça nous évitera d'entrer dans des débats, voilà, sur des débats métaphysiques, religieux, sectaires et autres choses. Alors que la notion d'existentiel, ça on sait ce que ça veut dire et ça nous concerne tous, qu'on soit catholique, protestant, bouddhiste. On a tous une problématique existentielle. Autrement dit, qu'est-ce que je fais sur Terre, en gros, et où, dans quelle étagère, où cours-je, dans quelle étagère. Voilà, bon, on l'a tous à un moment donné. Et ça, c'est la notion... Il y a quelqu'un? Non, il n'y avait personne, j'ai entendu du bruit. C'est le besoin de sens. Voilà, c'est le besoin de sens. C'est le sens... à la fois dans quelle est la finalité de ce qu'on fait et quel est le chemin qu'on emprunte pour y aller. Et le sens. Donc le sens renvoie à des valeurs. Et donc est-ce que le sens qu'on nous communique, il est porteur des valeurs que j'apprécie? Voilà. Sur les valeurs. Et ça c'est indirectement en rapport avec la production d'une œuvre, les existentielles. Oui, tout à fait, oui, parce que l'œuvre, elle sera intéressante que si elle va dans ce sens-là. C'est pour ça que les valeurs de l'entreprise, par exemple, sont très importantes. Donc je construis des rafales, mettons. Voilà, est-ce que ça me va en termes de valeurs? Quelle est la finalité du produit? Est-ce que je me retrouve dans ces finalités? Est-ce que ça me gêne pas? Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ces questions peuvent se poser. Ça c'est marrant, excusez-moi, du coup je vais déborder mon temps, mais tant pis. À propos de la Crimée, on l'a vu, ça, on l'a vu tout juste, les chantiers navals là. Vous voyez, le problème il y est là. Il y a un chantier naval, ok, on a des commandes de la Russie pour leur livrer des bateaux de guerre. Alors on interrompt la commande là, puisqu'on est fâché avec eux, etc. On va surtout pas les armer pour qu'en plus ils nous fassent la guerre. Après on posait la question aux gens des chantiers navals. Ouais, alors qu'est-ce qu'ils choisissent les gens des chantiers navals? Ben, ils sont ça. C'est pas notre problème. Nous, on veut du travail. Mais ça se comprend, hein, je ne critique pas. Hein. Il disait que peu importe ce qui se passerait, c'est pas nous, qu'est-ce que vous voulez? Alors ils s'exonèrent, on n'y peut rien. Hein, c'est pas nous, c'est pas notre responsabilité, c'est aux politiques de traiter ça. N'empêche que s'ils disaient tous on arrête de produire, non. Mais moi je les comprends bien. Parce que là, c'est les problèmes de survie qui l'emportent sur les problèmes de valeur. Donc,
Voilà. Alors, il n'y aura qualité de vie au travail que si ces 4 plans d'existence, c'est-à-dire le corporel, l'émotionnel, l'intellectuel et l'existentiel, sont activés et activés de bonne manière. D'accord? Parce que corporellement, je peux vous matraquer, je peux vous user, je peux vous abuser, hein, je peux vous fatiguer. Alors moi, ce que je dis, il faut que nous soyons en bonne santé sur ces 4 plans pour qu'il y ait qualité de vie au travail, qualité du travail, œuvre, engagement. D'accord? Donc c'est la notion de santé qu'il faut rechercher, de santé sur ces 4 plans. Santé corporelle, santé émotionnelle, santé intellectuelle et santé existentielle. C'est ce qui fera la qualité de vie, la qualité du travail, la qualité de l'engagement et donc la production de l'œuvre. Donc comment tu mesures ça? Ah, bonne question. Parce que Donc la santé, j'en viens. n'est pas la même pour tout le monde. C'est possible. Subjectif. C'est possible. Non, c'est pas. Nous, le métier de manager va devenir compliqué. Donc c'est pas la même chose pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par santé, d'abord? Alors ici, je fais référence à Georges Canguilhem, qui est un médecin philosophe, qui a écrit un ouvrage fondamental, c'est très facile à lire en plus, c'est rare chez les philosophes, qui s'appelle Le normal et pathologique. Moi, c'est un des grands ouvrages qui m'a marqué dans mes études de philo. Parce que, en fait, il est dans une approche systémique de la santé. Et alors, il y a deux manières de voir la santé, hein, si vous avez le temps de lire ce texte-là. Il y a des gens qui disent la santé, c'est un équilibre, une espèce d'équilibre permanent. C'est un peu l'ataraxie, vous savez, des stoïciens, c'est-à-dire le fait de ne pas ressentir de douleur, voilà, d'être dans un état de calme permanent. Une espèce de régime de croisière permanent. On est bien, et on fait tout pour éviter ce qui pourrait venir perturber cet équilibre. Donc ça, c'est ce qu'il appelle, lui, une vie rétractée. C'est-à-dire que je me renferme, je me crée une bulle, n'est-ce pas, de telle sorte que tous les aléas, les événements ne m'atteignent pas. Voilà, c'est la vie rétractée, la vie pépère, la vie peinard, je ne sais pas comment le dire. Voilà, je me protège, je me replie, voilà, je m'organise de telle sorte que les